pour moi, c'est très important d'avoir, j'ai envie de dire, toutes les couches sociales, toutes les représentations sociales au sein de l'hémicycle. Et oui, les partis politiques ont une responsabilité. Pour moi, c'est à eux de faire ça. Pour beaucoup de Français, la gauche, c'est aussi une ramassis de gens qui ont trahi, quoi. La gauche défend-elle toujours les pauvres? Raquel, pour commencer. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je ne crois pas que la gauche puisse se sentir en extériorité par rapport à la pauvreté. Comme la gauche ne peut pas se sentir en extériorité par rapport au peuple. Ali, est-ce que la gauche défend encore les pauvres? Par essence, la gauche défend les pauvres. Par essence. Après, dans la réalité, dans ce qu'on vit au quotidien, notamment dans les quartiers populaires, on voit que c'est quand même un peu différent. À travers notamment, j'ai envie de dire, les intérêts des uns et des autres, localement en tout cas. Moi, je pense qu'il y a différentes gauches, que les valeurs de gauche ont bien été bousculées ces dernières années et que forcément, les plus pauvres ne se sont pas forcément ressentis soutenus par cette gauche qui parfois a distillé de bonnes droites aux pauvres. C'est aussi ça la réalité, même si, par essence, je crois que la gauche n'a d'autre choix que de défendre les pauvres. Sandrine? Donc je répète la question, hein. La gauche défend-elle toujours les pauvres? La réponse est non. La réponse est non. Oui, la gauche devrait le faire. Mais ceux et celles qui se revendiquent de la gauche ne l'ont pas toujours fait. Et là, c'est intéressant ce qui se passe de ce point de vue-là politiquement en ce moment, c'est que je pense qu'on est en train de sortir d'une ambiguïté de la gauche vis-à-vis des plus pauvres, vis-à-vis des plus discriminés, vis-à-vis des personnes qui sont laissées aux marges de la société. Aujourd'hui, avec la NUPES, la NUPS, vous l'appelez comme vous voulez, c'est que précisément, sont sorties de ce mouvement-là des personnes qui se revendiquaient de gauche, mais qui n'en étaient pas, qui n'en avaient pas l'essence, qui n'en avaient pas l'esprit, qui avaient oublié les fondamentaux qui étaient d'aller chercher justement la solidarité, l'égalité comme valeur première à tout. On a laissé croire que par la croissance et par les fruits de la croissance, on irait protéger les plus pauvres, alors que, au contraire, cette croissance, ce libéralisme a mis en difficulté encore plus, a mis aux marges de la société encore plus de personnes. Donc en fait, là, ce qu'il y a, c'est une espèce de renaissance de la gauche, enfin un renouveau, une refondation de la gauche. Et c'est ça qui est intéressant. Tu peux juste déplier la petite feuille là et nous dire ce qu'il y a dessus et nous dire ce que ça t'inspire. La Seine-Saint-Denis, le département, et l'ensemble des candidats de la NUPS aux élections législatives du 12 et 19 juin prochain. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu as vu cette photo qui a été publiée sur les réseaux sociaux et la liste des candidats dans le 93? Parce que ça a fait débat. Ça fait toujours débat. Moi, je pense qu'on a un véritable souci de représentativité dans le 93, particulièrement. Aujourd'hui, la représentation du 93, la représentation nationale du 93 n'est absolument pas à l'image de la population du 93. Et ça, je trouve que c'est méprisant, je trouve que c'est indigne. Moi, je n'ai pas forcément revendiqué d'investiture à la NUPS, mais je sais que beaucoup l'ont fait et beaucoup se sont heurtés à des refus parce que voilà, il y a des accords aussi de partis et qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a décidé de mettre ces personnes-là plutôt que d'autres. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas parler à la place des autres. On ne peut pas parler à la place de gens qui ne vivent pas cela. Et qu'importe les parcours. On ne peut pas parler à la place des autres. Raquel, tu es candidate dans le 93. Ouais. Alors moi, là, je viens d'entendre ça, mais j'aimerais savoir de quoi on parle, quoi. Qui il fallait enlever? Il fallait enlever Fatia Keloua-Hachi, il fallait enlever Samia Bouroua, il fallait enlever Nadège Abomangoli, il fallait enlever Raquel Garrido. Enfin, pardon, moi je suis très fière en fait de cette photo. Ici, il n'y a pas de parachutés, on n'est que des militants du 93. Bagnolet, Pantin, les Lilas, La Courneuve, on n'est que des gens investis depuis des années, profs en lycée professionnel. Enfin, c'est pas totalement vrai. Pardon, juste je termine. Parce que là, je trouve que quand même, il ne faut pas exagérer. Des candidatures à la place d'une autre, il y en a toujours, c'est le principe des désignations. Tu as pris la photo comme si c'était un problème. Mais il n'y a pas... Quel est le problème? Il faut me dire qui, quoi, comment. On est racisé, on est immigré. Moi, je suis très fière de cette liste. Très fière de ces candidatures. Là, c'est la bagarre, en fait. On a des mecs En Marche, on a des mecs de droite à déloger. Il faut nous encourager. Je n'ai pas d'analyse ethnique parce que je pense qu'on n'en a pas, tout simplement. On ne sait pas. Parce qu'en plus, il faut arrêter avec cette histoire, pardonnez-moi, de langage euphémisé, de dire des gens des quartiers populaires.
D'abord, quand on habite le 93, on habite tous le 93, on est tous en quartier populaire. Deuxièmement, c'est pas la même chose de dire quartier populaire que de dire noir et arabe ou racisé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je suis pour qu'il y ait des noirs, des arabes et des racisés. Je pense que les injustices se voient à l'œil nu dans l'Assemblée nationale et qu'il faut avoir une action positive, déterminée pour s'assurer qu'à l'Assemblée nationale, il y ait des noirs et des arabes. Voilà, pour le reste... Franchement, je trouve que là, le côté mauvais perdant des désignations internes et y mettre un vernis théorique d'antiracisme, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, de ce que je vois des désignations, j'en suis plutôt contente. Après, peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, hein, mais en Seine-Saint-Denis, je suis contente. Quand seulement moins de 2% des candidats investis sont issus des quartiers populaires, ça pose question. Ce chiffre. Quand on sait, Pardon, mais je vais y répondre. Quand on sait qu'il n'y avait que 3 femmes parmi les élus aussi, ça pose question. Quand on sait que la majorité des personnes issues, peut-être pas de la NUPS là parce que je ne sais pas, mais que la grande majorité d'entre eux ne vivent même pas dans la circonscription dans laquelle ils sont élus, ça pose question. Vous parliez de légitimité. La légitimité, vous savez, c'est pas qu'une question de noir ou d'arabe dans les quartiers populaires, parce que je pense que prendre les quartiers populaires uniquement sur ce prisme-là, c'est une grosse erreur. Les quartiers, très souvent. Bah, je pense que là, c'est pas la question de noir et arabe, et je pense que si vous circuliez un peu dans les quartiers, vous seriez. Pardon, me dites pas ça, parce que moi je circule beaucoup dans les quartiers. Ne me dites pas ça à moi. Ne me dites pas si vous circuliez, parce que là, vous êtes en train de sous-entendre que moi, je suis ailleurs et que vous savez. Moi, je sais très bien. Je ne suis pas en train de sous-entendre ça. 100% de mon temps. C'est votre lecture. C'est votre lecture. C'est pas une question de. Si vous circuliez. Donc je finis. Merci de dire ça à propos des gens qui n'y circulent pas. D'accord. Donc, si vous circuliez en Seine-Saint-Denis, vous sauriez que la question des quartiers populaires ne peut être prise uniquement sous le prisme des Noirs et des Arabes. Les quartiers populaires ont beaucoup évolué sociologiquement, ethniquement, entre guillemets, et aujourd'hui, il n'est plus question des Noirs et des Arabes dans les quartiers populaires, et j'aimerais qu'on prenne uniquement la question des quartiers populaires sous le prisme du social, en fait, des difficultés sociale et pas forcément de la couleur de peau des uns et des autres. Moi, je vois des parachutés là-dessus. Non. Il y a des parachutés. C'est pas parce qu'ils ont déjà fait. Non, c'est pas parce qu'ils ont déjà fait un mandat qu'ils n'ont pas été parachutés. Non, c'est pas que un mandat, c'est que des élus locaux, des militants. Non, c'est pas grave. Pardon, mais vous parlez en vrai. Dites le nom de qui vous voulez qu'il soit plus député ou mais même, mais vous-même, vous étiez candidate dans le 77, pas plus tard que l'année dernière. Alors ça, c'est ce que disent les fachos autrement. Mais arrêtez de relier. Mais pourquoi vous me parlez de fachos? Moi, je vous parle pas de fachos. Vous étiez aussi candidate dans les Hauts-de-Seine avant ça. N'importe quoi. Depuis que je suis française. Donc, à un moment donné, en fait, le parcours. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Écoutez-moi bien. Regardez-moi, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Regardez-moi parce que là, je vais me fâcher. Oui, je vais m'énerver. Il ne faut pas que vous énervez. Oui, je vais m'énerver. D'abord, reprendre des arguments de parachutage. Mais moi, je suis arrivée en avion dans ce pays, d'accord? Oui, mais ça, c'est votre argument dans le Bondi Blog, je l'ai lu. Je suis arrivée en avion et j'avais 14 ans, etc. Bien sûr, c'est la vérité. On ne vous le conteste pas. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas parachuté dans une circonscription. Ça ne veut rien dire. Mais ça ne veut pas dire, parce que c'est pas parce qu'on est dans le 93. S'il vous plaît. Qui il fallait mettre à ma place? On finit la discussion quand même, mais autour de la représentativité en Seine-Saint-Denis, bien sûr que ça nous interpelle. Il n'est pas question de Raquel Garrido très précisément. Je suis représentative de la Seine-Saint-Denis, oui ou non? Comment? Est-ce que je suis représentative de la Seine-Saint-Denis, oui ou non? Moi, je ne fais pas de procès en légitimité, en illégitimité. Non, là, vous dites représentative. Moi, j'estime que cette liste n'est pas représentative. Mais alors, qui n'est pas représentative? Moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Franchement. Non, mais je vais vous parler de ce qui s'est passé. Si, je m'énerve. Parce que le combat, il est difficile, Ali. Et quand on entend des trucs... difficile pour Pardon, non, mais d'accord, ce que vous m'avez pas demandé d'aide pour aller vous aider. Si vous voulez que je vous aide dans votre combat, je viendrai. Je suis élue de Seine-Saint-Denis, je travaille en Seine-Saint-Denis, je milite en Seine-Saint-Denis. Donc arrêtez de relayer des trucs de parachutage. Je n'ai pas dit que vous étiez parachuté. Si. S'il vous plaît, on n'entend plus. On n'entend plus là. Le débat, il est inaudible. De toute façon, bien sûr que c'est inaudible parce que je peux pas laisser dire n'importe quoi. Vous en garderez ce que vous voulez. Mais c'est de la merde, pardonnez-moi, parce que moi je trouve ça honteux. Moi je voudrais raconter ce qui s'est passé juste dans mon équipe, donc comme ça je parle des gens qui étaient autour de moi, qui m'avaient suivi pour la primaire et la manière dont les désignations ont été faites aux législatives. Les premières personnes qui ont été évacuées ont été les personnes racisées ou les personnes fragilisées, et c'est vrai ça, et c'est vrai. Mais je te parle, Raquel, de mon équipe. Ah, okay, donc là, mais chez nous c'est pas vrai. Pardon, chez nous c'est pas vrai. Pourquoi ça s'est fait? Moi, je ne suis pas comptable de ce qui se passe dans les autres parties.
Pourquoi ça s'est fait? Parce que nous, on les a défendus. Pourquoi ça s'est fait? C'est parce qu'en fait, c'était des personnes qui soit ont subi des pressions, et pas forcément d'ailleurs à l'intérieur du parti Europe Écologie Les Verts. Les personnes qui sont le plus implantées à l'intérieur des partis ont les réseaux qui leur permettent de se faire désigner au sein des circonscriptions. Or, le problème des jeunes des quartiers populaires, c'est qu'elles sont moins implantées à l'intérieur du parti, elles ont des réseaux qui sont moindres, et au moment où ça tend, au moment où il y a du rapport de force, eh ben c'est les premières personnes qui sautent. Et ça, on a une responsabilité en tant que parti politique, en tant que leader politique, d'avoir conscience de ces processus-là, parce qu'à des moments, il faut les contrer. Et là, dans les accords NUPES, on n'a pas été nickel là-dessus. On doit pouvoir se le dire. Ça ne veut pas dire que nos listes sont pas bonnes, ça ne veut pas dire qu'à la fin, on ne fera pas le job de représentation. Mais ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à faire de ce point de vue-là. Et le nier, c'est se tromper soi-même. Voilà. En quoi c'est important qu'il y ait une femme de chambre, peut-être députée, un ouvrier, une aide-soignante? C'est crucial. Qu'est-ce que ça change? Ah ben c'est crucial. C'est-à-dire que si le jour où vous faites des lois sur la précarité du travail, sur la pénibilité du travail, sur la retraite, sur mais même le remboursement des frais de transport, sur la répartition des horaires de travail sur la journée, sur les mères célibataires, sur toutes les fois où vous avez à changer la vie des gens, en fait, eh bien, il est absolument crucial et important qu'il y ait des gens qui aient vécu dans leur chair et qui aient été en très grande proximité de ces vécus-là pour pouvoir les comprendre dans le détail, ce que ça implique. Prenons l'exemple des violences sexuelles. C'est-à-dire, si vous avez des gens dans une Assemblée nationale qui n'ont pas de vécu de violence sexuelle, ils vont faire des lois sur la violence sexuelle qui n'auront rien à voir avec le vécu des personnes qui en ont subi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une justice qui condamne 1% des viols, en vrai. Je pense que quand on n'a pas ce vécu-là, on ne peut pas prendre des décisions comme ça à la place des gens et qui vont impacter, même dans le ressenti, les personnes au quotidien. Pour moi, c'est très important d'avoir, j'ai envie de dire, toutes les couches sociales, toutes les représentations sociales au sein de l'hémicycle, particulièrement dans les départements qui sont le plus frappés par les injustices sociales, par les discriminations territoriales. Et oui, les partis politiques ont une responsabilité. Pour moi, c'est à eux de faire ça. Est-ce que tu peux, Ali, lancer la première vidéo? En France, il y a deux grandes forces politiques, la gauche et la droite. Cette appellation vient de la Révolution. En 1789, à l'Assemblée, les partisans du roi étaient assis à droite et les autres à gauche. Mais quelle différence entre la gauche et la droite? Ali, c'est quoi être de gauche? Pour moi, être de gauche, c'est déjà des valeurs de justice sociale, d'égalité, de dignité, de respect des populations, notamment les plus fragilisées par les pouvoirs et par le pouvoir, qu'il soit local ou national. Sandrine, tu partages cette définition de la gauche? Oui, je la compléterai peut-être un peu en disant que pour moi, la chose la plus caractéristique à droite, c'est de croire que l'individu est seul responsable de son destin. C'est-à-dire de nier tout ce qui est rapport social, tout ce qui est environnement, qui crée des conditions de vie, des conditions de réussite, des conditions, et quand je dis réussite, je le mets entre guillemets, on sait qu'est-ce que ça veut dire la réussite. Et donc, la responsabilité de la gauche, c'est de faire en sorte que les destins soient égaux, soit éthiques et équitables, enfin je ne sais pas comment le dire, mais que ces destins-là ne dépendent pas du lieu de naissance, de la famille dans laquelle on est, et que chacun soit libre. Et la gauche, c'est l'émancipation, justement, de ces rapports sociaux. Moi, je pense qu'il faut surtout se méfier de ne parler que de la gauche entre gens de gauche. Pour moi, gauche, c'est un triptyque, donc c'est effectivement la redistribution des richesses, la justice sociale. Deuxièmement, la protection du seul écosystème qui permet de la vie humaine, donc le volet environnemental, et troisièmement, le volet démocratique, je l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté du peuple. Mais ces trois choses-là, pour un Français normal, ça ne veut pas dire gauche. Il se dit peut-être c'est Valls, il se dit peut-être c'est Hollande, il se dit peut-être même c'est Macron. Je préfère, moi, pour m'adresser à mes compatriotes, dire la substance plutôt que le vernis. Donc, dire 6e République, réduire les émissions de gaz à effet de serre plutôt que de s'enrichir tout de suite, maintenant, en ayant rien à faire du fait que l'espèce humaine ne pourra plus survivre dans 50 ans. Et oui, il faut que les ultra-riches payent des impôts parce que ce n'est pas acceptable que 5 personnes aient le patrimoine de 27 millions. Le président de la République remet les points sur les i.
Je suis socialiste, affirme-t-il, mais aussi partisan du social-libéralisme. Le chef de l'État s'en prend ensuite non pas à la droite, mais à l'opposition de gauche, celle de son propre camp. Est-ce que François Hollande, c'était la gauche? C'est une discussion sans fin, le périmètre de la gauche. C'est une discussion sans fin. Il y a des gens comme Éric Nolot qui se disent de gauche, s'il vous plaît. Pour beaucoup de Français, la gauche, c'est aussi une ramassie de gens qui ont trahi, quoi. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la personnalisation de la vie politique. Et je crois déjà, en plus de ça, que François Hollande a été élu comme on a hissé un peu Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on était aussi dans une logique de rupture avec le sarkozysme qui était établi pendant un certain nombre d'années et qui a fait beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, notamment chez les populations les plus en difficulté, celles qui souffrent le plus. La réalisation de la nouvelle Union populaire écologique et sociale redonne des lettres de noblesse et peut-être permet une sorte de rebond qui peut se pérenniser, peut-être. Mais on part de loin, hein, les amis, hein, on part de loin. Moi, je vais vous dire, moi, sur mes porte-à-porte dans ma circonscription, les gens n'utilisent pas le mot gauche, ils utilisent le mot Mélenchon. Je dirais aussi, juste pour amener une petite précision, en tout cas une observation, c'est qu'aujourd'hui, même ce que vous disiez par rapport à la problématique environnementale ou par rapport à plus de démocratie, 6e République et compagnie, pour beaucoup, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est la gauche. Moi, je pense qu'on a tué ce mot, en fait. Dire « je suis de gauche », c'est plus un ticket gagnant, forcément. Oui, aujourd'hui, avec notamment les scores qui ont été réalisés via l'Union populaire, avec l'incarnation de Jean-Luc Mélenchon, bah, on s'est dit « oui, c'est cette gauche-là », ou même plutôt « c'est vers lui qu'on veut aller parce qu'il représente une certaine forme de rupture de ce qu'on a vécu pendant plus d'une décennie, et on peut aller même encore plus loin. » Quelle est la première chose qu'un pouvoir, qu'un gouvernement de gauche doit faire quand il arrive? Sandrine, la première chose. Ben, je crois qu'il manque vraiment quelque chose en ce moment, et qui a manqué ces dernières années, c'est l'éducation populaire et tout ce qui est aussi corps intermédiaire. Enfin, moi, je voudrais faire une petite aparté sur la dangerosité, à mon sens, d'une trop forte incarnation. C'est-à-dire que dès lors que c'est une incarnation, c'est pas des idées que l'on porte, c'est une personne. Et il nous faut vraiment retrouver le sens des idées que nous portons à gauche. Et par ailleurs, si on a un groupe parlementaire important, je pense que ce sera aussi vraiment un outil très important de bataille culturelle et de réimposer un débat à gauche, un débat écologique, parce que pour l'instant, on est laminé dans les médias, on est laminé par un discours de droite et d'extrême droite. Et donc, le fait qu'on soit 100, 150, 200 députés, 289 députés à l'Assemblée nationale nous permettra vraiment d'avoir des voix collectives pour réinstaller un débat à gauche et écologique. Et ça, je pense que c'est très, très important. Raquel, c'est quoi la première chose à faire quand vous serez 289 députés? Alors, bien sûr, tout ce qui est augmentation du SMIC à 1 500 €, mise en place d'un revenu de dignité, personne qui gagne en dessous du seuil de pauvreté, donc 1 063 €. Ali, c'est un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir. Pour toi, il doit faire quoi en premier? Je pense que pour moi, la lutte antiraciste doit être au centre des premières mesures d'un gouvernement de gauche. Parce qu'elle détermine beaucoup d'autres choses. On ne peut pas être, entre guillemets, anticapitaliste sans lutte antiraciste. Je pense que la lutte antiraciste ne doit plus être un tabou, parce qu'elle l'est aujourd'hui, à mon sens, à gauche. Et notamment, voilà, aujourd'hui, par exemple, à travers la NUP, on ne sait plus où on se place aujourd'hui. On sait plus... on savait, par exemple, que la lutte contre l'islamophobie était un sujet pour la France insoumise. Ça l'est beaucoup moins pour le Parti socialiste, qui a même agi contre. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que tu peux lancer la vidéo numéro 3 ? Les piscines de Grenoble autorisent enfin les burkinis. La nouvelle formulation permettra également aux femmes de se baigner seins nus, au même titre que les hommes, et à tous les baigneurs de porter un maillot les protégeant du soleil. Le maire écologiste Éric Piolle a balayé les objections de l'opposition en invoquant un combat féministe, parce que rien dans la loi n'interdit le port de vêtements religieux dans l'espace public, y compris à la piscine. Il a expliqué sur Twitter, seules les règles d'hygiène et de sécurité comptent. La délibération a été adoptée par 29 voix pour et 27 contre, au terme de 2h30 de débats parfois tendus. Est-ce que, par exemple, cette mesure, le droit à se baigner dans les piscines avec un burkini, est-ce que vous considérez que c'est un combat antiraciste que de défendre ça? Après, ça dépend où on a placé le curseur dès le départ par rapport au burkini. Alors pour moi, il est évident que tout le monde a le droit d'aller à la piscine.
C'est même pas un sujet, en fait. Après, on sait fondamentalement aujourd'hui qu'en France, les débats qui tournent autour du burkini sont des débats foncièrement islamophobes. Il n'y a pas autre chose. Au-delà même du burkini, c'est tous les autres sujets qui gravitent autour qui posent question. Ce qui me fascine, c'est qu'on ne se pose même pas la question de savoir pourquoi les femmes ne vont pas à la piscine, pourquoi les femmes ne font pas de sport. Et que ça, en fait, ça passe au second plan. Et c'est là qu'on a perdu à gauche. L'émancipation, l'égalité, c'est évidemment tout le monde doit faire du sport parce que c'est bon pour la santé, c'est une question de santé publique. Tout le monde doit pouvoir aller s'amuser à la piscine et particulièrement en plus dans les quartiers où il n'est pas si facile que ça d'aller en vacances, etc. C'est évident. C'est évident. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de débat, en fait. Les femmes devraient pouvoir se vêtir comme elles le souhaitent, sans les injonctions de mal, parce que finalement, ce ne sont que ces personnes-là. Après, Éric Piolle a quand même évolué dans sa position aussi par rapport à cette question, puisqu'au départ, il n'était pas forcément très favorable. Il faut ici aussi saluer le travail de fond qui a été engagé par Alliance Citoyenne pendant quand même pas mal de temps, avec pas mal de femmes, voilées ou non voilées d'ailleurs. Effectivement, pour moi, c'est un sujet qui rentre dans la case de la lutte antiraciste et surtout de la lutte contre l'islamophobie ambiante depuis un certain nombre d'années. Quand on s'enferme là-dedans sur un règlement intérieur d'une piscine, c'est autant de temps de parole qu'on n'a pas sur ce qui est concrètement l'égalité. Alors moi je pense que c'est aussi un combat pour que les femmes, pour que le regard sur le corps des femmes, sur la manière dont elles s'habillent, les injonctions faites sur les femmes bougent aussi. Donc c'est un combat qui rejoint aussi les préoccupations féministes, quand bien même le burkini en lui-même ne l'est pas. Enfin, je veux dire, on va pas non plus voiler la face là-dessus sans mauvais jeu de mots, mais je veux dire, c'est vraiment l'absence d'injonction sur le corps des femmes. Pourquoi les classes populaires ne votent plus pour la gauche ? C'est faux. C'est faux. Si on regarde sociologiquement, le premier comportement des classes populaires, c'est l'abstention. Ça, c'est le premier comportement. Et puis ensuite, on ne peut pas dire que, voilà, avec Jean-Luc Mélenchon, on n'ait pas fait un énorme travail de recoalisation des classes populaires sur un vote de classe. Les débats d'idées, soit ils se structurent sur quelque chose qui est de l'ordre de la lutte des classes, et on dit, nous les pauvres, nous les travailleurs, on va s'organiser pour récupérer notre dû, soit ça s'organise sur la lutte des races. Moi, ce qui me sidère, c'est que 5 personnes détiennent autant que 27 millions. Alors, pourquoi c'est les 5 qui gouvernent, en fait ? Comment ça se fait ? On est plus nombreux. Et il y a des tas de manœuvres pour nous diviser, pour pas qu'on soit ensemble. Parce que si on est ensemble, ils sont rien, ces gens-là. Ils sont pas très nombreux. Et c'est ça, le racisme, la xénophobie, c'est depuis des lustres la méthode pour que tu détestes ta voisine plutôt que le banquier. Ali, est-ce que les classes populaires votent encore à gauche et il y a quand même une grande partie qui s'abstient ou qui ne vote pas à gauche? Pourquoi? Non, il y a bien évidemment une grande partie des classes populaires qui ne votent plus à gauche, tout court. Parce qu'il y a beaucoup de sentiments, vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de sentiments de dégoût, il y a beaucoup de résignation, il y a des réalités très locales aussi. Moi, j'ai participé aux élections départementales en juin dernier, et quand on fait prendre conscience très clairement que la problématique des passoires thermiques, la problématique des charges locatives abusives et tant d'autres problématiques qui, de base, devraient être combattus par les pouvoirs locaux de gauche, finalement, c'est eux qui les mettent en place. Donc, forcément, on se pose de plus en plus de questions. On se dit, attends, celui qui vient de m'augmenter mon loyer, celui qui vient d'augmenter les charges locatives, là, c'est un mec du PS. Comment c'est possible? Beaucoup de personnes ne font plus la distinction entre un Emmanuel Macron et une Marine Le Pen. Bien évidemment qu'Emmanuel Macron a tenu des propos qui sont plus de l'ordre de l'extrême droite qu'autre chose, du moins de la droite extrême qu'autre chose, et que certains de ses ministres ont eu des comportements aussi très, très, très préoccupants, et beaucoup de lois liberticides, même foncièrement racistes. Cela étant dit, moi j'ai été élevé avec Marine Le Pen, la chimère. Et aujourd'hui, d'autres populations l'ont tellement vu passer à la télé que c'est devenu simplement la tata méchante de Princesse Sarah. C'est tout. C'est juste ça. À côté de ça, l'extrême droite a raconté une histoire dans laquelle une partie des classes populaires, pas la totalité, mais une partie des classes populaires a pu y trouver une place. Elle désignait un ennemi qui était un ennemi facile, puisque c'était un ennemi qui était pas moi, qui était l'autre.
toute la classe ouvrière qui a disparu, par exemple, sous les coups du libéralisme, fait qu'on n'est plus à l'intérieur, on est toujours menacé d'être à la marge. Donc en fait, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très fondamental à dire aux gens, mais en fait, vous êtes à l'intérieur de la société. C'est pour ça que les combats antiracistes sont très importants. Très importants. C'est-à-dire, vous êtes à l'intérieur. Vous n'êtes pas là et on vous tolère, ou vous n'êtes pas là et on est solidaire avec vous. Vous êtes nous. Nous, à gauche, on a oublié de désigner l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est le capital. C'est le capital, c'est la finance, c'est ceux qui s'enrichissent au détriment de tout le monde. C'est ça, en fait. Moi, je ne me sens pas pessimiste en ce moment. D'abord, il y a toujours eu un vote de droite populaire, toujours. Sinon, il n'y aurait pas eu De Gaulle, sinon, il n'y aurait pas eu Sarkozy. C'est pas vrai qu'un ouvrier ou un chômeur, il vote automatiquement à gauche. Cette automaticité, qui est totalement théorique, n'a jamais existé. La classe ouvrière a toujours été marquée par des divisions avec le système des puissants, qui a toujours trouvé des voies et des manières de nous diviser. À partir du référendum de 2005 sur le référendum européen, sur le traité constitutionnel, ils ont théorisé qu'il ne fallait pas demander au peuple son avis. Et qu'en fait, on était quand même mieux entre sages, sachants, pour prendre des décisions contre le peuple. Et cette peuplophobie, elle est ressentie par les gens. C'est eux, c'est qui ça? Ah oui, c'est ceux qui me détestent, c'est ceux qui me trouvent moche, c'est ceux qui détestent mon accent, c'est ceux qui n'aiment pas comment je m'habille, c'est ceux qui n'aiment pas comment j'élève mes enfants, c'est ceux qui nient mon travail, c'est ceux qui nient mon existence, c'est ceux qui me pètent la gueule quand je vais manifester sur un rond-point. Le problème de la gauche, c'est qu'elle les ignore. Le problème, c'est de la gauche, c'est que vous avez des élus, ils sont élus dans des océans d'abstention, puis après, ils disent « Ah mais moi, c'est comme si le peuple a voté pour moi. » Ben non, en fait. Regarde dans ta commune, regarde dans ta circonscription qui a voté. Mais c'est une infime minorité. Nous, notre aspiration, qui est un travail qui est en cours, c'est de trouver les voies et les moyens qu'on soit tous là. Voilà, tous là. C'est ça pour moi, la gauche. Sinon, pour le reste, on se regarde dans la glace, on dit est-ce que je suis de gauche, pas de gauche, est-ce que mon voisin est de gauche?